Extrait de La Peste, Albert Camus. Sans doute rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir, ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car à partir du 18, les usines et entrepôts dégorgèrent en effet des centaines de cadavres de rats. La presse du soir s'empara de l'affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé et n'avait rien envisagé, du tout, mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. La presse, si bavarde dans l'affaire des rats, ne parlait plus de rien. C'est que les rats meurent dans la rue et les hommes dans leurs chambres, et les journaux ne s'occupent que de la rue. Des chiffres flottaient dans sa mémoire, et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de 100 millions de morts. Mais qu'est-ce que 100 millions de morts? Quand on a fait la guerre, c'est à peine si on sait ce qu'est un mort. Et puisqu'un mort n'a de poids que si l'on a vu mort 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople, qui, selon Procope, avait fait 10 000 victimes en un jour. 10 000 morts font 5 fois le public d'un grand cinéma. Voilà ce qu'il faudrait faire. On rassemble les gens à la sortie de 5 cinémas, on les conduit sur une place de la ville et on les fait mourir en tas pour y voir un peu clair. Au moins, on pourrait mettre alors des visages connus sur cet entassement anonyme. Mais naturellement, c'est impossible à réaliser. Et puis, qui connaît 10 000 visages? Le jour où le chiffre des morts atteignit de nouveau la trentaine, Bernard Rieux regardait la dépêche officielle que le préfet lui avait tenue en disant « Ils ont peur ». La dépêche portait « Déclarer l'état de peste, fermer la ville ». À partir de ce moment, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient porté ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il avait plu, à sa place ordinaire. Sans doute, cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac, et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être cher, d'un être aimé, devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut en effet la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés, des mères et des enfants, des époux, des amants qui avaient cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le quai de notre gare avec 2 ou 3 recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles, se virent d'un seul coup éloignés sans recours, empêchés de se rejoindre et de communiquer. Car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêt préfectoral fût publié et naturellement il était impossible de prendre en considération les cas particuliers. On peut dire que cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d'obliger nos concitoyens à agir, comme s'ils n'avaient pas de sentiments individuels. Dans les premières heures de la journée, où l'arrêté entra en vigueur, la préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs qui, au téléphone ou auprès des fonctionnaires, exposaient des situations également impossibles à examiner. À la vérité, il fallut plusieurs jours pour que nous nous rendissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis
et que les mots transiger, faveur, exception n'avaient plus de sens. Même la légère satisfaction d'écrire nous fut refusée. D'une part, en effet, la ville n'était plus reliée au reste du pays par les moyens de communication habituels, et d'autre part, un nouvel arrêté interdit l'échange de toute correspondance pour éviter que les lettres puissent devenir les véhicules de l'infection. Chut! Au début, quelques privilégiés purent s'aboucher aux portes de la ville avec des sentinelles, des postes de garde, qui consentirent à faire passer des messages à l'intérieur. Encore était-ce, dans les premiers jours de l'épidémie, à un moment où les gardes trouvaient naturel de céder à des mouvements de comparaison. Chut! Mais au bout de quelque temps, lorsque les mêmes gardes furent persuadés de la gravité de la situation, ils se refusèrent à prendre des responsabilités dont ils ne pouvaient prévoir l'étendue. Au plus grave de la maladie, on ne vit qu'un cas où les sentiments humains furent plus forts que la peur d'une mort torturée. Ce ne fut pas, comme on pouvait s'y attendre, deux amants que l'amour jetait l'un sur l'autre au-dessus de la souffrance. Il s'agissait seulement du vieux docteur Castel et de sa femme, mariés de nombreuses années. Madame Castel, quelques jours avant l'épidémie, s'était rendue dans une ville voisine. Ce n'était même pas un de ces ménages qui offrent au monde l'exemple d'un bonheur exemplaire, et le narrateur est en mesure de dire, selon toute probabilité, ses époux jusqu'ici n'étaient pas certains d'être satisfaits de leur union. Mais cette séparation brutale et prolongée les avait mis à même d'assurer qu'ils ne pouvaient vivre éloignés l'un de l'autre. Et auprès de cette vérité, soudain mise au jour, la peste était peu de choses. Mais le narrateur est tenté de croire qu'en donnant trop d'importance aux belles actions, on rend finalement un hommage indirect et puissant au mal. Car on laisse supposer que ces belles actions n'ont tant de prix que parce qu'elles sont rares, que la méchanceté et l'indifférence sont des moteurs bien plus fréquents dans les actions des hommes. C'est là une idée que le narrateur ne partage pas. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance. Et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. Les hommes sont plutôt bons que mauvais, et en vérité ce n'est pas la question. Mais ils ignorent plus ou moins, et c'est ce qu'on appelle vertu ou vice, le vice le plus désespérant étant celui de l'ignorance, qui croit tout savoir et qui s'autorise à tuer. Sur le palier où la peste se maintint en effet à partir du mois d'août, l'accumulation des victimes surpassa de beaucoup les possibilités que pouvait offrir notre petit cimetière. On a beau abattre des pans de murs, ouvrir aux morts une échappée sur les terrains environnants, il fallut bien trouver vite autre chose. On se décida d'abord à enterrer la nuit, ce qui du coup dispensa de prendre certains égards. On put entasser les corps de plus en plus nombreux dans les ambulances. Et les quelques promeneurs attardés qui, contre toute règle, ne trouvaient encore dans les quartiers extérieurs après le couvre-feu ou ceux que leur métier y amenait, rencontraient parfois de longues ambulances blanches qui filaient à toute allure, faisant résonner de leur timbre sans éclat les rues creuses de la nuit. Hâtivement, les corps étaient jetés dans les fosses. Ils n'avaient pas fini de basculer que les pelletés de chaux s'écrasaient sur leurs visages et la terre les recouvrait de façon anonyme, dans des trous que l'on creusait de plus en plus profonds. Un peu plus tard, cependant,
on fut obligé de chercher ailleurs et de prendre encore du large. Un arrêt préfectoral expropria les occupants des concessions à perpétuité et l'on achemina vers le four crématoire tous les restes exhumés. Il fallut bientôt conduire les morts de la peste eux-mêmes à la crémation, mais on dut utiliser alors l'ancien four d'incinération qui se trouvait à l'est de la ville. Il y avait ainsi dans la ville plusieurs autres camps dont le narrateur, par scrupule et par manque d'informations directes, ne peut dire plus. Mais ce qu'il peut dire, c'est que l'existence de ces camps, l'odeur d'hommes qui en venaient, les énormes voix des haut-parleurs dans le crépuscule, le mystère des murs et la crainte de ces lieux irréprouvés pesaient lourdement sur le moral de nos concitoyens et ajoutaient encore au désarroi et au malaise à tous. Les incidents et les conflits avec l'administration se multiplièrent. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait que cette foule en joie, puisque c'était terminé, ignorait et qu'on peut lire dans les livres que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.